Hello, everyone. Today, we are going to have the third talk of the series of seminars for young researchers and PhD students organized by the Virtual Learning University. Many thanks to Professor Ahmed Al-Nawi, founder of the Virtual Learning University, and to Ustad Salim from Sabaik for Education and Training for organizing this series of seminars. First, I give the floor to Professor Ahmed Nawi for an introduction on fundamental aspects and criteria of photoelectrocatalysis and photoelectrochemical water splitting. You have the floor, Professor Ahmed. Okay, thank you very much, Professor Ben Youssef. I first will share my screen. And okay, do you see my screen actually? Yeah. Okay. So I think I don't know if you see the whole screen or it's cut it. It's very good. It's nice. Okay, good. So I always go back to this picture here because it's very important for the student to learn slowly how the hydrogen, green hydrogen, is presented, especially with the way by learning from the nature and using semiconductors. And what you see here is a N-type semiconductor in the here under illumination, and you see I have the valence band, the conduction band, and under illumination, of course, you are not under equilibrium, at least in the part where the light is absorbed. So that's why I presented the quasi-Fermi level. And quasi-Fermi level, this concept we already discussed while I'm giving the course of semiconductors and solar cells. And you see that I put on the surface of the semiconductor this color here, which represent a catalyst in case your semiconductor is just to produce electron and holes, but sometimes the material are also catalysts. And they think today when you are discussing oxide are also catalysts by themselves sometimes. So I show you here in this semiconductor here the oxidation, the evolution of oxygen, where 2 molecules of water is oxidized into 4 proton and 1 molecule of oxygen. I show you here a membrane. It's also important research on membrane. So this proton can migrate and go to another electrode. For example, a p-type semiconductor, where you have seen here also the p-type semiconductor. When illuminated, you can see the quasi-Fermi level, and you can also see that the quasi-Fermi level of N-type is very different than the Fermi level in the dark. And here the quasi level of electron, so it's the other thing around. So for N-type is you have the majority carrier are electron and minority carrier are holes, as I teached during the course. So that's why the quasi-Fermi level of holes
is far away from the one of the electron. And here the quasi level of electron is there is a gap between the two quasi-Fermi level. You can see here that the other reaction, the reduction, which reduce the 4 proton into 2 molecules of hydrogen. So these two reactions can occur only under some conditions. And you can see here, for example, that the reduction occur at 0 volt versus the hydrogen, and the oxygen, which occur during in the N-type material at the surface of N-type semiconductor, happen at 1.23 at least. That's the minimum. So if you see here, I wrote 3 important sentences. The electron which move from the valence band to conduction band in both materials, and the quasi-niveau Fermi level for both material. And this is very important to have to think about the quasi-Fermi level, because it will give you the information of reduced overpotential. To can't carry the overpotential, what I presented here. And you see the surface, the energy at the surface, at the interface for both semiconductor can determine this overpotential. It's very important. I show you here the relationship between the potential and the free energy. That's also important. And the number of electrons exchanged. And you see for the oxidation of water, you have 4 electrons, which make the problem very difficult in terms of catalysis. If you want to effectively exchange 4 electrons, it's a little bit difficult. Compared, for example, to the hydrogen production, which exchange only 2 electrons, because you have 4, 2 plus, which take 2 electrons only. So all this thing, if you are making your modeling, you have to keep in mind all these issues. The band gap of your semiconductor, the quasi-niveau level, and so on, are very important. And the catalyst. We will go back to the catalyst afterward. Okay. So let's go, of course, I show you one picture with 2 semiconductors. Here, this is the picture where I show only one semiconductor, N-type semiconductor, because you can make the splitting of water by 2 electrodes. One is the N-type semiconductor, for example, and one is the metal electrode. It's also possible. And you see here there are your Gibbs free energy, what I call delta G with 0 here, to talk just about standard conditions, and the entropy. And there is this relationship, what everyone know in thermodynamics since the beginning of your study at the university. And this is the minimum theoretical value of the free energy you need to dissociate each mole of water. Very important, each mole. And you can see here what I explain with 2 semiconductors. It's exactly the same process. Okay, and I show you here the 2 scale, the solid state scale versus the vacuum, and the electrochemical scale versus the hydrogen electrode. And you see in the near 0 here, you have minus
4.5 electron volts. So when you go to one scale to the other, you have to know what you are doing exactly. Okay, good. So let's go now a little bit further. What is very important, if you just read a lot of literature, by scanning the literature, you can find there are strategies for appropriate position of the valence band and conduction band. You can see, for example, this reference here, and they will send it to Professor Ben-Yusuf. He can give it to the student. And it's very important when you are making your calculation before you start your experiment to prepare material, especially oxide, you have to try to make your simulation by trying to make a combination of oxygen with to couple or to create a coupling between the s orbital and oxygen 2p orbital, because you can shift upward the valence band, which is very important. And you can also, to keep the conduction band minimum, you can couple the D cation with the P band of S cation. And this is very important. You can see here different oxide and different other materials where they fit very well for the production of hydrogen, because you see this two level here, one at 0 and one at the high oxygen evolution at 1.3 electron volt are between the valence band and the conduction band. So it's important by mixing, by looking for example, the Mendeleev table, and to think about which oxide, which D band material I can combine in order to have the best value which allow the splitting of water, or the conditions for splitting of waters. Okay, and of course now the evolution of informatics and can go even to not only to make calculation like years before, but you can also use machine learning and so on. So this is the job of the lab working on this issue. It's very important also to be inspired by the nature, and you see how the nature is using catalyst to produce, for example, biofuel. And I just show you here one example of this cluster, manganese 3 calcium oxygen cluster, linked to 4 manganese atom. And you can see here that there is a 4th step for the catalysis. So this means that you cannot just say, if I eliminate my semiconductor, I will oxidize water, or I will produce hydrogen. There are a lot of steps, which is interaction between electrolyte and your material. And you have to think, by making the simulation, which step you can imagine, which can be logically possible to make the splitting of water. So you have the first step, then the second, etc. And less step you have, it's better, of course. Okay. So now, of course, the pH of the solution is very important. I just plot here the Bourbeck's diagram. It's very important for the physicists to know it. That's there is some shift depending on the pH of your solution, if you are working in acidic solution or working in basic solution. For example, when I say that you have this reaction here, you see you have 4 electrons, and the reaction for hydrogen here, which is the difference is 1.23 electron volt,
If you go to another page, there is a shift of about 60 millivolt per PI unit. It's very important to take it into consideration when you are plotting your diagram, your energy diagram for the water splitting. So, and of course, you have to take to know which reaction for basic and which reaction for acidic solution, or are very important. Okay. So now you can do exactly the same for N-type and for P-type material as I show you here. Okay. Now, last thing I want to tell you, this is just the beginning, how to characterize your material. Once you have made some calculation and you find that one material can be interesting for water splitting, then you start to go to the lab and to make some experiment, or you are working with groups which are working on experimental. And the first thing is to have a potentiostat. Sorry, I have to go back. Okay, so this is a potentiostat. A potentiostat is a very simple setup where you can, I will maybe here before, I don't have very much time, but I will do it. So a potentiostat is just a setup where you can apply a potential versus your reference. Here the zero is the reference, and here is the time. And you can plot something like this. And you can, of course, change the velocity, how much millivolt per second you are plotting. And then with this, you can be able to present the current, what we call tafel plot, the current versus the potential in the dark. And of course, you can find, if for example, your electrode is not very stable, you can find a lot of wave here. And if you want to know exactly what you have in these wave, which chemical reaction, then you have to do more experiment, more analysis like XPS, X-ray photoelectron spectroscopy, or other experiment. But ideally, if you have a noble electrode like platinum, for example, you can have really a very nice IV characteristic where you can know where the onset of hydrogen and where is the onset of oxygen. And if you illuminate your electrode, then you can see the difference between the dark characteristic and the light characteristic. And I plot here two material, one which have a good catalyst properties, and another one which have a very bad catalyst property. And you can see here that your dark characteristic here, it start at hydrogen here, and here it's go a little bit. You will have a very big overpotential here. And you can see also, if you have a very bad catalyst, your characteristic under the light will give you a very small amount of power, of current by voltage. Will give you a very small. This curve here. However, if you have a very good catalyst, then you can gain the whole spectra here, the whole power here, which of course mean you have more fuel. Okay. This is a very standard and important
setup. What if you want to study further after making some modeling, you have to have this kind of setup. Of course, if you want to study other reaction than hydrogen evolution or oxygen evolution, you have to keep in mind that there are many possibilities for reducing some species and getting, for example, fixing some CO2. And they just show you here the redox system for ethanol here and for other liquid or gases. And this is very important, but let's stay only on hydrogen. And please keep in mind that it's very important, this kind of setup. I doubt now, if, let's see here one plot, which is called the volcano plot, and where you can take your, what I show you here, this E0 here, this exchange current, and we can plot it versus the free energy. And this free energy, you can get it from electrochemical measurement, but you can also get it from density functional theory, I guess. And you can compare the experimental value of delta G. And here in this axis, you can use E0, is the exchange current. And you can have this volcano plot. This is from the literature in nature material for different catalytic metals. Here you see palladium, platinum, ruthenium, etc. is very well known. Copper. So you can see the weak interaction or the high interaction of your material with the electrolyte. So of course there are many models of absorption which allowed you to have hydrogen. This is the most simple way of saying how hydrogen is absorbed on the surface. But you have yourself, if you want to go from density function theory of the solid alone to density function theory of the solid in interaction with the electrolyte, you have to imagine different concept, different step for the absorption. This is what exists already in the literature. So I will stop here and give the floor to Dr. So I will first see how to get out. I think I will get out, and just so I summarize that it's very important to know everything about the semiconductors in the dark, under the light, to be able to characterize the semiconductor. And don't forget, even if you have a very highly efficient semiconductor with even a solar cell with very efficient, in order for the production of hydrogen, you have to have the different thing. One is the semiconductor efficient state. So the catalytic properties at the surface of your semiconductor has to be very, very good. Thank you very much. Thank you very much, Professor Ahmed Nawi, for this very nice and useful introduction. Now it's my pleasure to introduce Dr. Fatem Zahra Mzat. She is from the Laboratory of Condensed Matter and Interdisciplinary Science at Faculty of Science
in Rabat, Mohammed V University. Her main research topic is focused on green hydrogen production. She is interested in the materials used for photoelectrochemical water splitting, especially oxide and perovskite. Her approach is based on modeling and simulation using quantum mechanics and statistical physics. In particular, ab initio calculation, density functional theory, Monte Carlo simulation, and molecular dynamic. The title of her presentation today is The Effect of Doping on Oxide Materials and Their Photocatalytic Activities in the Visible Light. She preferred give the talk in French. You have the floor, Fatem Zahra. You have to share your presentation first. Merci beaucoup, Monsieur Youssef. Je vous remercie beaucoup de cette invitation pour pouvoir partager mon travail du laboratoire de la matière condensée et les sciences interdisciplinaires de la faculté des sciences Rabat. Et je remercie également Monsieur Naoui de cette opportunité de la mise en place de cette école, université virtuelle, avec votre équipe, avec Monsieur Dr Ostad Salem Omar. Surtout qu'on a bénéficié des cours très intéressants depuis septembre jusqu'à donc 1er janvier ou la fin de janvier. On a pu vraiment acquérir plusieurs notions en semi-conducteur et même en production d'hydrogène. Merci beaucoup de cette opportunité-là. Je vais maintenant partager mon travail avec vous pour faire ma présentation. Vous arrivez à voir ma présentation tout de suite? Oui, il faut faire plein écran. Maintenant? Non, pas plein écran pour le moment. Vous arrivez à voir? On arrive à voir, mais pas plein écran. Voilà, c'est bon. Là, on arrive à voir plein écran, c'est bon. D'accord. Alors, l'intitulé de cette présentation, c'est l'investigation des effets des matériaux oxydes pour la production d'hydrogène par la photocatalyse. Alors, sachant qu'au cours du XXe siècle, le monde a connu beaucoup de changements marqués par plusieurs événements, dont on cite le réchauffement climatique qui a annoncé une sonnette d'alarme par le dégagement des gaz nocifs, tels le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone et l'émission du dioxyde du carbone à cause de la combustion des carburants fossiles. Cette situation mobilise des efforts pour retrouver un environnement sain et propre, qui ne peut être réalisé que par la science, la recherche et le développement industriel propre. C'est pour cela que cette présentation, elle va être divisée sur le contexte, présentation du contexte mondial des énergies renouvelables, également une partie sur la photocatalyse et production d'hydrogène, une partie consiste sur la présentation des études théoriques et résultats des discussions. À la fin, on aura la conclusion et les perspectives, les projets qu'on a à faire pour terminer, pour poursuivre ces recherches présentées aujourd'hui. Alors, vu la demande croissante d'énergie, donc surtout avec l'utilisation des différentes, la consommation des fossiles qui se base sur le pétrole et gaz naturel avec des pourcentages très importants, sachant que d'ici 50 ans, on va puiser nos réserves. C'est pour cela qu'on est amené à faire plusieurs travaux pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, sachant que l'utilisation de la production d'électricité se porte dans des pourcentages de 80% jusque-là.
même s'il y a la présence des énergies renouvelables qui ne couvrent que 20%. C'est pour cela que le monde entier il est en train d'élaborer des scénarios pour pouvoir faire une mix énergétique entre les fossiles et les énergies renouvelables. Alors, le Maroc, il connaît une transition énergétique au Maroc très importante pour ouvrir cette production d'hydrogène avec la mise en place de pour instaurer plusieurs éléments comme les parcs éoliens de Tanger, également le complexe solaire Nour à Ouarzazate. Il y a également la production du carburant d'hydrogène avec la mise en place du cluster Maroc hydrogène vert, Green H2 Maroc, et également le Green Energy Park de Mengrid. Ces instaurations, c'est pour accompagner toutes les recherches scientifiques élaborées au Maroc et également tout le développement industriel que connaît cette vague au Maroc pour pouvoir accompagner cette transition énergétique. Alors, la production d'hydrogène nous mène à chercher les moyens, surtout qui se basent sur l'énergie renouvelable. Alors, à ce stade, on peut trouver la production d'énergie solaire, production d'énergie éolienne, production hydroélectrique ou avec la génération thermique. Alors, pour pouvoir produire l'hydrogène, la méthode la plus usuelle jusqu'à maintenant, c'est l'électrolyse, en utilisant l'énergie renouvelable. Mais pour pouvoir utiliser cet hydrogène, on doit le stocker. Pourquoi faire? Pour l'utiliser dans des piles à combustible, pour l'utiliser dans les domiciles pour générer l'électricité, utiliser la chaleur, également pour le brûler dans les combustibles et également pour les utiliser dans les stations pour les bus ou comme un carburant pour les autocars. Et également, c'est pour en transformer en engrais. Surtout, on va transformer en ammoniac liquéfié et l'utiliser comme un combustible ou engrais. La production d'hydrogène nous amène à faire de nos recherches scientifiques et également chercher dans la littérature. Là, on trouve plusieurs articles, j'ai sélectionné quelques-uns pour pouvoir chercher ce qui va convenir à ma recherche, surtout pour la photocatalyse. Sachant qu'il y a plusieurs technologies pour la production d'hydrogène. Alors, je vais essayer d'utiliser mon stylo ici pour pouvoir accentuer les éléments que je vais, si je le trouve ici. Ici, parfait. Alors, les différentes technologies, premièrement, il y a les technologies photoélectrochimiques qu'on trouve ici. Donc, puisque les technologies sont multipliées, pour la quête la plus importante pour tous les scientifiques et pour tous les industriels, c'est la production d'hydrogène. Et surtout, l'hydrogène vert pour avoir un environnement sain et propre. Il y a également la technologie photovoltaïque et électrochimique, les technologies thermosolaires et d'autres, et surtout mes recherches et au sein de la préparation de ma thèse que j'ai faite, je me suis focalisée surtout sur la technologie photocatalytique directe. Alors, dans ma littérature, ici, j'ai trouvé plusieurs éléments qui se focalisent sur la production d'hydrogène, également sur l'apparent quantum efficient dépendant de la longueur d'onde. Ici, on trouve que pour la production d'hydrogène, donc, il y avait ici une longueur d'onde dans le zone ultraviolet et également dans la zone visible qui se passe entre le 400 nanomètres et 425 nanomètres, avec des pourcentages un peu faibles dans le visible, mais plus importants dans l'ultraviolet. Mais dans la quête de la recherche, la plupart des scientifiques, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent de déplacer ces zones de l'ultraviolet vers le visible pour bénéficier de cette masse solaire pour pouvoir produire l'hydrogène. Ici même, c'est la suite de cet article que j'ai choisi à présenter en parallèle avec la présentation de mes recherches, c'est qu'il y a la production d'hydrogène, puisque
la photocatalyse directe, c'est une technologie d'avoir des résultats idéaux avec moins de complexité, avec un environnement clean et un environnement sain et propre. Mais malgré ça, il y a des inconvénients. Toutes les technologies connaissent des avantages et des inconvénients. Mais pour la technologie la plus performante, donc pour avoir un environnement sain et propre, c'est la photocatalytique directe, malgré que les recherches ne sont pas pointues jusque-là dans cette technologie. Vu qu'il y a la présence d'autres technologies photovoltaïques, photoélectrochimiques et d'autres en parallèle. Également ici, il y a ce tableau-là qui présente les différents résultats pour solaire ou hydrogène, soit théorique, soit expérimental, pour reporter par le temps. Ici, on remarque ici que la production d'hydrogène à la base de la photocatalyse directe, il est très important jusque-là avec une expérimentation reportée avec le temps. Et également avec l'experimental efficiency, ici même. Sachant qu'en parallèle, il y a d'autres technologies, la technologie PEC, EPVE, STC, PTC, PB. Mais jusque-là, la plupart des recherches ils sont focalisées pour accentuer la photocatalyse directe. Alors, un autre travail ici qui permet de se focaliser sur le dopage. Le dopage de quoi? C'est un perovskite SRT3, mais il est focalisé par le fluor, donc dopé. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, il est en train de doper le SRT3, qui est un perovskite, pour pouvoir diminuer le gap et le positionner dans le diagramme d'oxydoréduction pour pouvoir, est-ce que le dopage a une influence directe sur le gap ou pas, et également sur sa position dans ce diagramme-là. Alors, puisqu'on a jusque-là, on parle que de la photocatalyse. Mais c'est quoi la photocatalyse? On doit comprendre le principe ou le mécanisme qui gère cette technologie. Alors, il y a une petite comparaison sur une technique intermédiée par l'énergie électrique, comme le PV par exemple, et une comparaison entre l'électrolyse et la photocatalyse. Alors ici, dans cette comparaison, on voit qu'ici, que le photocatalyse directe, c'est une technique directe et propre. On n'a pas d'intermédiaire pour pouvoir produire l'hydrogène ou faire l'oxydation. Alors, c'est quoi la photocatalyse et c'est quoi cette technique-là? Dans cette technique, le principe des réactions photocatalytiques de l'eau se base sur 3 étapes résumées ici. Donc, la première, c'est l'absorption d'un photon par un semi-conducteur avec une énergie qui doit être supérieure à 1,23 électron-volt. Et la deuxième étape, c'est l'excitation des électrons et les trous et les séparer pour pouvoir les migrer sur les surfaces. Également, le troisième, c'est pouvoir la production d'hydrogène ou l'oxydation selon les électrodes utilisées. Alors, pour pouvoir faire cette photocatalyse, on est amené à choisir un semi-conducteur. Et ce semi-conducteur, il doit être dopé ou catalysé. Alors, à ce stade-là, on doit choisir nos matériaux catalyseurs. Pour pouvoir choisir un catalyseur, je dois faire une recherche scientifique ou sur la littérature et toutes les différentes publications présentées pour faire une organisation des différents matériaux. Pourquoi faire cette organisation? Pour les mettre sur le diagramme d'oxydoréduction. Mais pourquoi cette organisation? C'est pour les classer. Quels sont les matériaux qui peuvent être promoteurs pour la production d'hydrogène ou pas? Et pour faire cette étude-là, je dois faire des critères comme quoi la disponibilité de matériaux va se focaliser sur la stabilité dynamique et chimique. Parce que je ne peux pas penser avec un matériau sans avoir ces études primordiales et préalables pour mes choix dans le semi-conducteur. Également, il faut avoir une bande interdite qui doit être large, puisque je parle du dopage. Donc,
il faut avoir une règle générale, c'est avoir une force interdite, large, surtout, et la plupart des travaux, ils se bornent entre 1,9 et 3,5 électrovolts. Également, il faut avoir une abondance chimique. Pourquoi? Parce que je ne vais pas dépenser sur différents matériaux, alors que la nature, il y en a des matériaux, je peux les utiliser. Et pour faire mes recherches, surtout, je dois chercher les matériaux à bas coût pour pouvoir poursuivre mes recherches et faire plusieurs applications ou choisir des voies de production. Alors, également, il faut y avoir le coefficient d'absorption et le taux de recombinaison élevé. C'est un paramètre primordial dans le travail. Puis, le rendement. Et là, à ce stade-là, dans mes études et mes littératures scientifiques, j'étais amenée à choisir que deux, c'est les matériaux excités et les perovskites. Alors, mes choix se sont focalisés sur les perovskites et un oxyde qui est le titanium, le dioxyde de titanium. Pourquoi ces deux choix, le perovskite et le titanium, l'oxyde de titanium, ils ont de pouvoir structural et propriétés structurales, physiques. Parce que dans les différentes littératures que j'ai trouvées, ils sont amenés à les utiliser dans différentes applications. La photocatalyse, le photodétecteur, dans les différentes applications solaires, dans le laser, dans LED. Donc, ils entrent dans plusieurs champs d'action. Donc, ils ont un pouvoir. Le pouvoir, le premier, c'est l'abondance chimique, surtout pour le dioxyde de titanium. Il y a le deuxième élément, c'est qu'ils sont intoxiques. La toxicité, c'est un élément éliminatoire de nos matériaux. Si je n'arrive pas à avoir un matériau intoxique, donc j'aurai un gain de production de cette fabrication ou la réaliser. Et également, l'abondance dans la nature, c'est un gain pour un chercheur qui permet de faire ses recherches, également choisir les voies qu'il veut selon l'application appropriée à ce matériau. Alors, une fois que j'ai décidé de choisir les oxydes, le titanium d'oxyde, dioxyde de titanium et les perovskites, je me suis basée sur l'historique des citations sur ces deux éléments. Alors là, pour les perovskites, jusqu'à 2018, il y a eu de 1648 citations sur les perovskites pour la photocatalyse. Donc, ces données-là sont obtenues par Clarivat Analytics. Et alors, que pour le dioxyde de titanium, j'ai eu un historique qui me donne un nombre de publications, surtout pour le dopage de cet élément-là avec le nitrogène. Et surtout pour la photocatalyse jusqu'à 2022. Et jusqu'à 2020, il règne dans les différentes publications, surtout avec le dopage de ce matériau. Alors, pour le plan d'action d'études que j'ai faites, le choix des oxydes, c'était à large gap, c'était le premier élément. L'énergie de gap qui varie de 3 à 3,6. Et le deuxième élément, c'est l'absorption de la lumière ultraviolet. Donc, les différents éléments que je cherche, les matériaux que j'ai trouvés, donc, ils ont ces deux critères. Alors, une fois j'ai eu ces deux critères, donc, je fais une étude préalable en utilisant le tableau périodique. Ici, j'ai trouvé plusieurs éléments. Mais là, il faut respecter l'oxydation, réduction. Donc, je ne peux pas choisir n'importe quel élément dans le tableau pour pouvoir doper. Surtout qu'il y a une nécessité de la réduction d'énergie de gap et également le déplacement vers la zone du visible. Puisque le projet de ma recherche, c'est quoi? C'est trouver le matériau adéquat et également réussir la réduction d'énergie de gap et déplacer son absorption de l'ultraviolet que vers le visible. C'est pour cela qu'on a choisi la technique, le dopage. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire ces actions-là, mais dans cette action de travail,
j'ai choisi en premier lieu le dopage. Pourquoi? Donc, c'est pour cela que j'ai étudié l'effet du monodopage et le codopage sur la stabilité premièrement, parce qu'on a présenté tout à l'heure, donc la stabilité, c'est un critère éliminateur pour le matériau. Également, les propriétés électroniques, optiques et photocatalytiques. Contrôler la bande interdite par des éléments de groupe 5 et les chalcogènes, puisqu'on parle des oxydes. Donc, ces deux groupes, ce sont les plus prometteurs pour le dopage, pour les perovskites et également pour le dioxyde de titane. Également, on étudier l'effet du déplacement redox et sa relation avec le pH pour pouvoir dire est-ce que ce matériau, et ce avec son dopant, est-ce qu'il va me donner un résultat qui permet la production d'hydrogène ou l'oxydation ou pas? Alors, également, activer les procédés d'oxydoréduction du notre perovskite choisi qui est le KTaO3, donc le tantal potassium, pour la production d'hydrogène H2. Alors, à cette phase-là, dans mon outil théorique, j'étais amenée puisque mes études théoriques, c'est un calcul numérique. Je dois choisir un outil qui permet à me donner des résultats bénéfiques. Donc ça, j'ai choisi les méthodes ab initio. Et là, pourquoi on a les méthodes ab initio? C'est pour pouvoir résoudre l'équation de Schrödinger. Alors, et ça pourquoi? En utilisant la théorie de la fonctionnelle de la densité, qui consiste à faire quoi? À reformuler et approcher un problème multi-électronique à un problème monoélectronique, en utilisant la densité pour minimiser l'énergie. Alors, c'est pour cela on obtient notre hamiltonien qui contient alors le terme cinétique et notre terme, le potentiel colabien, le terme d'Aatri et notre fameux potentiel, c'est le potentiel d'échange de corrélation. Pourquoi? Parce que c'est le potentiel de corrélation, d'échange et de corrélation, c'est lui qui nous permet de choisir l'approximation avec laquelle on va travailler notre matériau, surtout avec sur la méthode des ondes planes augmentées. Et le logiciel qu'on a utilisé, c'est Win2Ka. Donc, c'est un code de calcul qui a permis de faire ce travail-là et qui nous a donné des résultats satisfaisants qui est conforme avec l'expérimental dans différentes publications d'autres chercheurs. Et puisque il est conforme avec l'utilisation de la méthode des ondes planes augmentées et linéarisées. Alors, la première partie du premier matériau qu'on a choisi, c'est le dioxyde de titanium, qui a un système cristallin tétragonal. Donc, en utilisant le Win2Ka, la première action, c'est optimiser notre matériau. Pourquoi? C'est pour pouvoir vérifier les différents paramètres. Une fois on les optimise, on va les comparer avec l'expérimental pour avoir si on a en accord ou pas. Et également, on a eu amené à mettre ces positions du titanium au oxygène. Pourquoi? Pour pouvoir faire le choix le plus adéquat pour le dopage. Jusque-là, c'est une étude pour le pur, le dioxyde de titanium, le non dopé. Alors, une fois je choisis à optimiser mes paramètres et vérifier si c'est en accord ou pas avec l'expérimental, je me lance dans mes actions sur les propriétés électroniques. Alors, à cette phase-là, la densité d'état va me présenter les orbitales de l'oxygène et de titanium. Pour les oxydes, pour les orbitales de l'oxygène, ils se présentent dans la bande de valence avec l'orbital P, alors que pour les orbitales de titanium, il peut, avec une réduction d'oxydation de 4+, avec un D vide dans la zone de conduction. Alors, à ce moment-là, j'étais amenée à faire
la bande de structure. Pourquoi? Pour voir est-ce qu'il a un gap direct ou un gap indirect. Avec l'utilisation de l'approximation GG1, on a obtenu un gap de 2,08 qui est une valeur inférieure de l'expérimental, alors que l'expérimental est d'ordre 3,2 ou 3. J'étais amenée à choisir une autre approximation. L'approximation qui m'a donné un résultat satisfaisant, c'est la MBG. C'est Beck-Johnson modifié. Et toutes ces approximations, ils agissent sur le potentiel d'échange de corrélation dans l'équation hamiltonienne. Alors, une fois l'approximation choisie nous a donné un résultat de gap satisfaisant et en accord avec l'expérimental, et avec, donc, nous sommes avec un matériau à large gap, donc on doit vérifier le côté optique, est-ce qu'il va absorber l'ultraviolet ou le visible. À ce stade-là, on fait notre propriété optique. Une fois on a obtenu notre résultat, il s'avère que le dioxyde de titanium, il absorbe à fort en ultraviolet, alors qu'il a une faible et même néante dans la zone visible. À ce stade-là, je dois avoir un choix de technologie ou de technique pour pouvoir le déplacer vers le visible. On a choisi le dopage, mais ce dopage, c'est quoi? Il va agir sur quoi pour pouvoir déplacer ces orbitales vers le visible? Dans premier lieu, avec un titanium pur, on n'aura pas l'absorption de la lumière visible. C'est impossible. Alors, à ce stade, une fois que je choisis un dopant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des niveaux d'impureté induits par ce dopant choisi. Pourquoi? Pour le déplacer et permettre à la lumière visible d'être absorbée. Donc, c'est ça ma recherche, c'est d'absorber le visible. Pourquoi? C'est pour avoir la photocatalyse directe sans intermédiaire. Alors, à ce stade, j'étais amenée à faire des choix, des dopants. J'ai essayé, donc, je choisis le zirconium, le soufre, le sélénium, et on a fait un codopage entre le zirconium et le soufre. Alors, pour pouvoir faire ce calcul-là, j'ai amené à modifier la maille, donc l'amplifier. Et donc, c'est une supercelle. Donc, au départ, il n'y avait que 3 ou 4 atomes pour avoir une supercelle avec 48 atomes. Alors, une fois on a fait le supercelle, avec des choix de pourcentage différents, on est amené à placer l'énergie de Fermi, le niveau de Fermi, et l'énergie de formation ici, puisque pour pouvoir savoir et trancher est-ce que ce matériau, il va me donner des résultats bénéfiques ou pas, je dois avoir son stabilité. C'est ça ce qu'on a cité au départ. Ici, j'étais amenée à faire l'énergie de formation. Donc, dans les différentes énergies de formation, sont négatives. Alors, et en plus, il y a à avoir l'énergie de gap qui va être changée de 3 virgules vers d'autres valeurs. Et c'est une valeur, ce sont des valeurs réduites. Alors, une fois j'ai pu faire cet élément-là, c'est quoi? C'est avoir la stabilité de ce matériau avec le choix des dopants faits. Le zirconium, donc j'ai eu une énergie de formation négative, donc un système stable. Une fois j'ai eu le système stable avec une réduction de gap vers 2,34, j'étais amenée à faire la densité d'état et également les propriétés optiques. Là, on remarque qu'il y a des chevauchements entre le titanium et le zirconium dans la bande de conduction. Et également, il y a un léger déplacement des orbitales vers le visible, mais malgré ce déplacement-là, il persiste dans l'ultraviolet. Alors que pour le codopage du zirconium de soufre,
Donc, il y a le chevauchement des différentes orbitales de soufre avec l'oxygène, alors que le titanium avec le zirconium, tout en respectant les éléments du tableau périodique et également leur oxydation. Ici, on remarque qu'il y a aussi léger déplacement vers le visible, tout avec une persistance vers l'ultraviolet. Néanmoins, qu'il faut qu'on est amené à avoir des choix de pourcentage faibles pour pouvoir rester dans le dopage. Alors, ici, on va présenter le choix de sélénium. Avec le sélénium, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a substitué l'oxygène avec un taux de pourcentage de 6,25% dans l'oxygène. On a eu ici un chevauchement entre les différents orbitales avec une énergie de gap qui est réduite de 3 vers 1,70 électronvolts. Et on a un déplacement vers la zone du visible important par rapport aux autres dopants, le zirconium et le soufre. Ça, c'est ce qui concerne le choix de dopants pour le dioxyde de titanium. Alors, ça, c'était la première partie de l'élément choisi, le dioxyde de titanium. Maintenant, on passait au choix des perovskites, qui s'est basé sur le perovskite KTO3, le tantalate de potassium. Et là, c'est la même étude avec le même logiciel, c'est WinTuka, qui nous a permis de faire ces calculs-là. Alors, la première action, pour tout calcul, il faut chercher l'optimisation. Puisque ici, le KTO3, il a une structure cubique avec 3 atomes, avec un paramètre optimisé. Et puisqu'on fait l'optimisation, on est amené à savoir est-ce qu'on est dans la bonne voie ou pas. Donc, on était amené à faire une recherche dans la littérature pour voir les résultats expérimentaux de ce matériau-là. On a eu un paramètre optimisé en accord avec légère modification. Alors, une fois on a fait l'optimisation, c'est la deuxième action, c'est la stabilité, parce que je ne peux pas avancer dans mes actions de recherche sans parler de la stabilité. Donc ici, dans la courbe de dispersion, dans les différentes fréquences sont négatives, donc il est stable dynamiquement. Et on voit aussi que pour le tantal et le potassium, il y a fréquence à basse fréquence, alors que pour l'oxygène, il y a à haute fréquence, ici dans le spectre de densité de phonon. Alors, ici, pour pouvoir trancher la stabilité de mon système, il faut vérifier aussi une condition de bande pour les paramètres indépendants CIG et répondre aux différentes conditions ici qu'on a vérifiées. On a eu des résultats positifs pour nos coefficients indépendants. Donc, on a tranché sur la stabilité de ce matériau, il est stable. Alors, une fois on a tranché la stabilité, on passe aux propriétés électroniques et optiques. Pour la structure de bande et la densité d'état, donc c'était choisi l'approximation MBG de Beck-Janssen modifiée. Ici, on a eu une énergie de gap d'ordre 3,6 qui est en ordre avec les différentes recherches sur l'expérimental d'ordre 3,6. Et ici, on a constaté qu'on a un gap indirect avec une transition, donc ce sera l'oxygène vers le tantal. Parce que le tantal a 5 plus dans les orbitales T, qui est S en vide dans la bande de conduction, alors que les états P de haut sont dans la bande de conduction, avec des transitions entre le P de l'oxygène et le tantal de D. Une fois pour vérifier le gap optique, on a fait notre calcul aussi, tout en respectant que notre matériau il a un gap indirect, donc avec un indice
1 vers 1 sur 2. On a fait notre calcul et notre illustration suivante pour avoir le gap d'ordre 3,7 qui est en accord avec le 3,62 du calcul de Wituka et également en accord avec les segments. Notre matériau perovskite, il doit être amené à être dopé. Cette fois-ci-là, on a choisi à le doper avec 2 éléments. Le sélénium, pourquoi? Parce qu'il a donné des résultats satisfaisants avec le dioxyde de titanium et surtout que le sélénium, il est présent dans la nature et il est non toxique. Et là, on a choisi un autre élément, c'est le Wanda. Et là, on a eu une supercelle d'ordre qui a passé de 3 atomes dans le cas pur vers une supercelle de l'ordre de 40 atomes. Alors ici, on va voir les résultats de ce dopage-là avec différents pourcentages. Premièrement, on a eu l'énergie de formation pour savoir est-ce que le système reste stable ou pas, parce que c'est un critère de réussite de notre travail. Est-ce que notre système est stable ou pas? Et on se focalise aussi sur l'énergie de formation. Donc, les différents pourcentages choisis et testés, on a un système qui persiste stable, même en l'utilisant avec des codopons. D'accord? Alors là, on a eu les différentes énergies gap obtenues, soit avec l'approximation GGA ou l'approximation de Beck-Johnson modifiée. Alors, à ce stade-là, on a pour le MVG, donc ici 2,50. Ici, on a 2,58 électronvolts, 2,50 électronvolts, 1,55, 1,40 pour les différents éléments. Par exemple, ici, pour le codopé avec le sélénium et le vanadium ou avec seulement le sélénium ou le vanadium seul. Ce sont les différentes gaps obtenues, sachant que c'est une gap réduite et non pas persistant avec une gap large de d'ordre 3,6 ou 3,7. Alors, pour le dopage avec le sélénium seul, avec différents pourcentages, un pourcentage d'ordre 0,04 et un d'ordre 0,7, là, il y avait une comparaison. Pourquoi? Pour avoir le gap, le premier pourcentage est d'ordre 2,58 électronvolts, alors que le deuxième, 0,16, c'est 1,40 électronvolts. Sachant ici que le système n'a pas persisté dans le indirect, mais on a eu un système direct. Le fait qu'il ne va pas nous aider à passer dans la zone visible, parce que si on arrive à voir la zone visible et on a un gap direct, ça va nous aider à absorber réellement les rayons solaires. Qu'à être difficile un petit peu si on persiste dans la zone du gap indirect. Alors là, on va passer vers les propriétés optiques. Là, on a eu, avec les différents pourcentages et avec les différents, même c'est une structure cubique, mais une fois amplifiée dans une supercellule d'ordre 40 atomes, on a eu ces résultats-là. Donc, le sélénium d'ordre 16,6%, donc il est dans le visible, il est persistant. Parce que l'absorption forte de ce matériau, c'est l'ultraviolet. Néanmoins, avec différents pourcentages, on a réussi à avoir d'absorption du visible, surtout entre le 400 et le 450 de sélénium d'ordre 16, sans qu'il va s'anéantir que vers le 600 ou le 700, comme les autres éléments substitués ou dopés. Alors, là, on va voir une comparaison entre le sélénium et le vanadium. Cette fois-ci, on a une gap director 1,49 électronvolts avec des transitions d'oxygène vers le vanadium de D, 5D, et également de sélénium vers le tantal 3D.
Donc, ces transitions vont nous aider à réduire les gaps et également à voir un déplacement vers la zone visible. Certes, tous les matériaux à large gap, ils ont la priorité dans l'ultraviolet, une forte absorption. Mais avec le dopage de vanadium, également le cynium, c'est un codopage, on a réussi à avoir un taux quasiment important dans cette partie-là, dans la zone 400 vers 800 nanomètres. Une fois on a fait les propriétés optiques, il fallait accentuer cette absorption et avoir le quantum efficiency. Pourquoi? Parce qu'il représente un rapport primordial entre le nombre des charges électroniques collectées et le nombre des photons incidents sur une surface photoréactive. Et le rendement quantique est considéré comme un indicateur de performance d'un matériau photocatalytique. Alors ici, dans les résultats, on a trouvé qu'il y a une efficacité de l'ordre 1,6 dopée par le vanadium. Il se présente dans les ondes entre 525 nanomètres et 600 nanomètres. Et également, le codopage, 1,45%, codopé avec le cynium et le vanadium, dans les mêmes ordres d'ondes, c'est 525 et à 600 nanomètres. Une fois on a fait notre quantum efficiency, je dois décider que ce matériau, est-ce qu'il va se déplacer ou se mettre bien dans l'oxydoréduction. C'est pour cela qu'on a fait cette illustration-là. Donc, le pur KTO3 avec un large gap 3,6, il s'est placé, mais avec forts éléments, donc il ne va pas pouvoir produire l'hydrogène ou l'oxydation. Mais une fois on a augmenté les pourcentages de dopage, soit avec le cynium ou avec le vanadium, on a trouvé qu'il présente plusieurs éléments, systèmes, qui peuvent être promoteurs pour la production d'hydrogène. Alors, et cette mise dans ces deux diagrammes était réalisée par l'équation de NERC et également sur l'élément d'électronégativité des systèmes. Une fois on a eu la position de ce matériau avec les différents systèmes dopés, donc on a décidé à lancer une autre recherche sur son pH dans une solution. Est-ce qu'il va accentuer cet élément producteur d'hydrogène ou pas? Alors, une fois on a placé les différents systèmes dans ce diagramme-là, on a constaté que les différents systèmes, ils sont forts dans les pH acides, surtout pH égal à 2 et pH 4. Alors que pour le basique et l'eau, donc il y avait des éléments qui ne seront pas prometteurs pour la réduction parce que ce sont mal placés dans le diagramme d'oxydoréduction. Alors, ici, à la fin de cette présentation, on a mis un résumé sur les différents résultats qu'on a obtenus, soit pour le dioxyde de titanium ou le KTO3. Donc, on les a placés dans ce diagramme-là pour pouvoir faire une comparaison. Quels sont les dopants les plus prometteurs pour la photocatalyse directe, surtout pour la production d'hydrogène, puisqu'on vise une production d'hydrogène vert, donc non polluant. Et également, cet élément-là va nous aider à voir est-ce qu'on va persister avec les mêmes pourcentages de dopants ou on va les varier, les diminuer ou les agrandir. Alors, pour les différents projets qu'on vise à promouvoir et lancer dans le cadre de la photocatalyse directe, c'est la réalisation d'autres couches minces semi-conductrices, soit base peroxyde ou dioxyde de titanium, faire des études comparatives et perovskites par le dopage et le codopage avec des applications photocatalytiques et explorer ces résultats théoriques avec des techniques expérimentales
pour la mise au point d'un prototype pour la photocatalyse de l'eau et la production d'hydrogène, et d'autres projets qui se portent aussi sur les hétérostructures de D avec les différentes actions qui vont être présentées d'ici la suite de nos recherches élaborées jusque-là. Alors, je remercie toutes les personnes qui ont aidé à réalisation ce travail, surtout professeur Abdelillah Ben Youssef, son encadrement depuis mon master jusqu'à l'obtention de ma thèse, avec la collaboration de mon directeur de thèse aussi, M. Abdellah Elkens, et professeur Halima Zahari, que je remercie ces professeurs de leur encadrement et ce minutieux travail avec moi jusqu'à cette étape de ma recherche. Et je remercie également M. Ahmed Naoui de cette opportunité avec l'université en ligne. Et remercie M. Omar Mokachi de cette coordination, surtout dans l'hydrogène, de stockage d'hydrogène. Et au stade Salem Rajab Zaïd Omar de son collaboration pour la mise en place de ce travail-là pour l'université en ligne. Et je vous remercie. Merci, Dr Fatem Zahra Hamzat, pour cette belle présentation. Avant de donner la parole à l'audience pour poser les questions, commentaires et remarques, je donne d'abord la parole au professeur Ahmed Naoui pour faire un commentaire. Vous avez la parole, professeur Naoui. Merci beaucoup, merci pour la conférencière qui a bien donné d'abord les motivations au départ sur le pourquoi les gens travaillent sur ce domaine, et en particulier la faculté des sciences de Rabat, le groupe Ben Youssef, le 15 et d'autres personnes, pour ne pas oublier personne. Je pense que connaître les raisons pourquoi les gens travaillent sur ce domaine et quels sont les impacts sur l'économie très importants, ce que vous avez fait au départ, et le fait que vous maîtrisez, et le laboratoire qui a été dirigé par le professeur Milios, et maintenant il y a d'autres jeunes qui s'occupent du laboratoire. Ils sont experts dans le domaine ce que la mécanique quantique peut apporter pour les matériaux et pour l'énergie verte, et toutes les méthodes et les codes. Et je trouve ça, c'est très important. Et si demain, il va y avoir des laboratoires qui vont vérifier ce que la théorie permet d'explorer et de prévoir, ça sera extraordinaire. C'est clair, bien sûr, que lorsque vous êtes, je ne sais pas si on va l'appeler un dopage ou des solutions solides. Parce que quand on parle de dopage, c'est une petite quantité. Lorsque vous dites, par exemple, qu'on dope le silicium avec le phosphore ou l'arsenic, c'est vraiment des petites quantités qui permettent seulement de déplacer le niveau de Fermi vers la bande de conduction pour avoir le type N, ou vers la bande de valence pour le cas de type P. Maintenant, si vous... est-ce que c'est un dopage ou pas? Ça, c'est un point que peut-être vous pouvez encore nous éclairer. Un deuxième point qui est très important, ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, lorsque vous ajoutez, pour ne pas utiliser ni dopage, lorsque vous ajoutez un élément de transition, vous déplacez la bande de valence vers le haut, oui, qui peut expliquer que votre matériau il aura un gap plus petit. Ça, c'est très important. Lorsque vous utilisez un chalcogène comme le soufre, le sélénium, évidemment, vous influez sur le gap. Mais ce qui un tout petit peu me fait travailler, c'est que le sélénium et le soufre, s'il est sur la surface, sur le plan pratique,
Moi, je parle du plan pratique. S'il est sur la surface, en présence d'un électrolyte et en présence d'un dégagement d'hydrogène, par exemple, il va y avoir une corrosion avec dégagement de H2S dans le cas du soufre et de H2SE dans le cas du sélénium. Ça pourrait arriver. Donc, ça veut dire que sur le plan expérimental purement électrochimique, chimique, il y a un problème de stabilité. Et je voudrais savoir, que vous nous expliquiez, quand vous parlez de la stabilité, vous avez un matériau stable par le calcul, est-ce que vous parlez aussi de la même stabilité qui est la corrosion ou la non-corrosion du matériau? J'aimerais bien qu'on nous explique ceci, parce que moi, en tant qu'expérimentateur, la stabilité, lorsque je fais une expérience avec un matériau et je fais évoluer de l'hydrogène ou en tout cas une électrode en contact avec un électrolyte sous éclairement ou sous un voltage, s'il y a dégagement, disons, d'un gaz autre que ce que je veux et que mon électrode est consommée, eh bien, ça veut dire que mon matériau n'est pas stable. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, on aimerait bien qu'on met ce problème de stabilité dans un contexte, disons, technologique, dans un contexte technologique. Et alors, savoir est-ce qu'on parle de la même stabilité ou pas. D'accord. Donc, je trouve que c'est très intéressant le travail quand vous introduisez, parce que moi, je ne voulais pas utiliser dopage, introduisez un élément de transition ou un chalcogène que vous avez vu des propriétés optiques et le gap qui change. Ça, c'est très intéressant. Encore faut-il faire des expériences de rendement quantique et de rendement de conversion. Quand on parle de rendement quantique, évidemment, le rendement quantique, c'est vous éclairez un semi-conducteur, vous avez une certaine quantité de photons incidents et vous mesurez un courant. Et chaque ampère divisé par la charge de l'électron vous donne, disons, l'équivalent en coulomb. Ce rendement quantique, ce n'est pas le rendement en hydrogène, parce que le rendement en hydrogène, c'est encore faut-il que cet électron passe par un processus de catalyse et se transforme en hydrogène. Et vous mesurez la quantité d'hydrogène. Donc, il fallait aussi, quand on mesure, et j'espère la prochaine fois montrer des expériences de mesure de rendement quantique pour qu'on éclaire pour les étudiants cette notion. Il fallait qu'on éclaire un rendement quantique en quantité d'hydrogène. C'est-à-dire, vous avez effectivement un électron qui passe dans le circuit, mais qui, à l'interface avec l'électrolyte, il a donné naissance à de l'hydrogène, par exemple, ou la fixation de CO2 dans le cas d'autres choses, etc. Donc, on doit vraiment maîtriser ces choses-là dans un prochain, disons, la prochaine fois où je vais intervenir, je vais le donner quelques éclaircissements. Donc, je trouve que c'est très important ce que vous faites et que vous manipulez un matériau en introduisant un élément de transition, surtout pour les oxydes, ou bien un chalcogène aussi, c'est très intéressant. Peut-être pour les chalcogènes, c'est intéressant ou pour fabriquer un senseur, un matériau, disons, pour la production d'électricité. Et lorsque vous utilisez un élément D, où vous déplacez la bande de valence vers le haut pour avoir le matériau avec un gap plus petit, s'il est 3, quelque chose au départ et les 2, quelque chose après, ça sera intéressant. C'est pour l'hydrogène. Donc, vous travaillez sur deux branches différentes. Une
pour fabriquer des sensors ou des cellules solaires et l'autre pour fabriquer des électrodes pour la production d'hydrogène et éventuellement la fixation du CO2. Donc, je vous félicite et je trouve que j'ai beaucoup appris aujourd'hui avec vous dans votre exposé. Et je donne la parole à Merci, professeur Ahmed Naoui, pour ces commentaires très pertinents, très importants pour la suite de la recherche de Dr Fatem Zahra Hamzat. Effectivement, il y a des questions sur lesquelles je pense qu'elle s'est penchée déjà ou ce sera à faire dans l'avenir, mais ce sera des fenêtres par lesquelles il faut voir de nouvelles choses et de nouveaux développements de cette production d'hydrogène vert. Donc, je vous donne la parole pour répondre brièvement, professeur, et après on va passer aux autres questions et commentaires de la salle. Merci, M. Youssef. Je remercie M. Naoui de ces remarques-là et également de ces questions. Il s'est accentué de son côté expérimentaire et c'est ça ce que j'avais besoin parce que c'est un travail théorique, donc j'avais besoin d'un point de vue d'un expérimentateur dans l'industriel pour voir ce qu'on est en train de travailler en théorie. Est-ce qu'il est aussi en conforme en industrie, en développement des applications? La question que vous avez posée, donc, c'est deux éléments. Donc, question dopage. Donc, le mot dopage, c'est un peu fort puisqu'on va partir avec des éléments et quantités très faibles. Alors là que j'ai utilisé quelques pourcentages à un moment donné un peu fort. Donc, je peux utiliser les mots substitués pour ne pas rester dans le dopage, pour être fidèle dans le travail de recherche. Donc, c'est pour cela la plupart du temps, je travaille avec un élément substitué, puisque le pourcentage varie et dépasse les normes de dopage, puisque le dopage, c'est avec des titres vraiment infinitésimales pour la production dans un matériau. Le deuxième élément, c'est question le rendement quantique. Donc, jusque-là, c'est un calcul théorique avec le numérique. Donc, c'est pour cela que j'aimerais avoir une occasion sur l'expérimental pour voir est-ce que le choix que j'ai fait pour le soufre et le sélénium va donner réellement la production d'hydrogène ou va causer des éléments, la production de l'oxyde de soufre ou l'oxyde de sélénium, et on n'aura pas même pas la production d'hydrogène, et ça sera un choix à revoir, soit au niveau de la pourcentage de substitution ou des choix, des solutions qui permettent d'accentuer notre production d'hydrogène. Donc, c'est ça ce que j'ai compris de vos questions. Le premier, c'est concernant le dopage ou la substitution. Et le deuxième, c'est pour le rendement quantique. Alors, par rapport à une question posée par le professeur Naoui relative à la stabilité, effectivement, elle est pertinente parce que si on veut utiliser ce matériau pour produire l'hydrogène, il faut que que les électrons et les trous photogénérés soient utilisés pour la photocatalyse et non pas pour la corrosion. Ça, c'est très pertinent. Et ce qu'il a soulevé comme formation d'H2S, ça, c'est effectivement une stabilité que j'imagine Fatem Zahra Hamzat n'a pas regardé, mais la stabilité dont elle a parlé, en fait, elle se situe à 3 niveaux. Le matériau, d'abord, elle a calculé l'énergie de formation, c'est-à-dire, est-ce que déjà, lorsqu'elle fait cette substitution avec ce taux élevé de substitution d'un élément par un autre, est-ce que déjà ce matériau peut exister? Est-ce qu'on peut le fabriquer? Et donc, ça, c'est à partir de l'énergie de formation. Ensuite, la deuxième question qui se pose, est-ce que lorsqu'on fabrique ce matériau et on l'utilise à une température donnée, est-ce qu'il serait toujours stable thermiquement? Et ça, c'est la dynamique moléculaire qui permet de répondre à cette question. Et la troisième réponse, je pense que Fatem Zahra Hamzat a donné la réponse dans un diapo, c'est est-ce que le matériau est stable dynamiquement? C'est-à-dire avec les fréquences qu'il peut y avoir dans le système, que lorsqu'il absorbe différentes longueurs d'onde, est-ce qu'il est stable ou il peut ne pas l'être?
Et ça, c'est à partir du spectre de phonons qu'on peut décider est-ce qu'il est stable ou il n'est pas stable. Donc, il y a la stabilité dynamique, il y a la stabilité thermique, il y a la stabilité de l'énergie de formation, mais il y a la stabilité qu'a soulevé le professeur Naoui qui est vraiment très pertinente, c'est l'utilisation et donc la stabilité dans le process d'utilisation. Et ici, photocatalyse, et donc, il ne faut pas que ça passe vers la corrosion, il faut que ça reste photocatalyse. Donc, il y a beaucoup de… Donc, ça, c'est une question pertinente à laquelle il faut regarder, il faut se pencher. Oui. Je voudrais ajouter, si Oui. vous permettez, Oui. moi j'ai travaillé avec deux matériaux. Essentiellement, un matériau, c'est le disulfure de fer. Et au départ, quand j'ai fabriqué moi-même ce matériau, j'ai découvert qu'il peut être utilisé pour des cellules solaires. On a cherché à l'utiliser pour la production d'hydrogène. C'était en 1983. Et il corrode complètement. J'ai fait des études très, très poussées avec rotating ring disk, l'électrode tournant, etc. Il corrode. Bien que c'est un matériau facilement stabilisé si on utilise un couple redox bien précis. Et un autre étudiant à l'époque travaille sur le RUS2, le ruthenium du soufre. Et ce matériau, le ruthenium du soufre, il est plus stable. C'est-à-dire, vous pouvez produire de l'hydrogène sur le ruthenium de RUS2, mais avec un pourcentage de corrosion. Ça veut dire que lorsque vous substituez, maintenant je passe à la théorie que je n'ai pas fait d'ailleurs, lorsque vous substituez le fer avec le ruthenium, vous allez stabiliser technologiquement le matériau qui peut passer de FeS2 jusqu'à URS2 en passant par les solutions solides FeRU, FeX, RU1-X, S2 par exemple, 2-Y. Donc, c'est un problème très important et très fondamental qui peut être étudié en théorie et qui a des impacts sur la technologie. Cette substitution, faire des calculs pour savoir où on est avec le gap, etc. Et faire des expériences, parce que nous, on n'a fait que des expériences en fabriquant les matériaux dans le laboratoire et en substituant le ruthenium au fer. Et je suppose qu'avec tous les oxydes, c'est faisable. Donc, c'est très important, cet axe comme ça, d'étudier, mais à condition d'avoir les deux, avoir la théorie et des gens qui font des expériences. Je vais essayer la prochaine fois de voir toutes les expériences qui sont importantes dans ce domaine-là. Par exemple, l'électrodisque tournant, qui permet de savoir vraiment combien d'hydrogène vous avez produit sous forme de courant faradéique, et le rendement quantique. Et je vais profiter pour montrer aux étudiants le setup, le dispositif expérimental qui est utilisé, etc. Ça pourrait peut-être être intéressant pour les étudiants et aussi pour les enseignants qui veulent acheter du matériel pour étudier, disons, ces choses-là. Donc, voilà. Merci, professeur. Oui. Donc, maintenant, le champ est ouvert pour les questions venant de l'auditoire. S'il y a des questions que les participants veulent poser, peuvent lever la main et intervenir. Je vois qu'il y a des étudiants du master qui ont commencé aussi à regarder ces questions de matériaux et comment utiliser ces matériaux pour une application donnée. Et là, il y a Fatem Zahra qui a travaillé sur des matériaux pour la photocatalyse. Si vous avez des questions sur des côtés
le côté théorique, mais aussi sur l'utilisation d'un matériau pour la photocatalyse. Vous pouvez poser vos questions. Il y a aussi, par exemple, s'il y a des étudiants qui ne peuvent pas poser des questions, mais qui peuvent les poser disons, dans le WhatsApp, et on peut leur répondre, ça aussi c'est faisable, hein. Oui, Donc, vous pouvez poser des questions, après effectivement. une conférence, il y a toute une semaine où les étudiants peuvent poser leurs questions sur le WhatsApp. Et aussi, c'est très important, j'ai déjà discuté avec M. Benius ce point, le but ici, ce n'est pas comment on fait des examens aux étudiants à travers des conférences, c'est pas ça. Le fait, c'est que l'étudiant se découvre lui-même en donnant une conférence. Bon, d'abord, en donnant une conférence, il va faire un effort considérable pour la préparer. Et puis en communiquant, et puis en regardant son propre travail sous forme de YouTube, il peut le regarder et se former lui-même et dire, tiens, ça, je l'ai bien dit, ça, j'aurais dû le dire autrement. Donc, et c'est comme ça, nous, on est là pour apprendre. C'est ça le but dans tout cet exercice. Il faut que les étudiants sachent que ici, c'est pas un match de foot où il y a quelqu'un qui joue bien, l'autre qui joue mal. C'est pas ça. Ça, c'est une université virtuelle où l'étudiant est capable d'apprendre à travers, soit en intervenant, soit en regardant les autres intervenir, etc. Donc, il faut vraiment comprendre ça comme ça. Alors, Hassan Mounir a posé une question sur le chat en disant quels sont les critères pour choisir un bon matériau pour la photocatalyse? Alors, S'il me demande à moi, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon introduction. D'accord. Alors, vous pouvez reprendre le résumé, si Ahmed. Bon, d'abord, la première des choses, c'est que un matériau doit produire des trous et des électrons quand on l'éclaire. Et il faut que les deux niveaux d'énergie pour la production d'hydrogène et pour la production d'oxygène, qui sont écartés de 1,23 electronvolts, soient bien placés entre la bande de valence et la bande de addiction de ce matériau. Et la théorie peut prévoir ce genre de choses. Vous me corrigez si je me trompe. Ça, c'est le premier critère. Mais comme j'ai dit, si vous avez des électrons et des trous qui sont créés, et si vous avez vos deux niveaux qui sont bien placés, et les électrons et les trous sont passés en surface, par exemple, pour un type N, les trous sont en surface, ou pour le type P, les électrons sont en surface, est-ce que automatiquement ces électrons vont être consommés par les entités dans l'électrolyte et produire de l'hydrogène et de l'oxygène? Non. Le problème, il est compliqué parce que la production d'oxygène demande 4 électrons. La production d'hydrogène demande 2 électrons. Ce sont des réactions très complexes. Donc, il faut qu'une certaine catalyse, c'est-à-dire faciliter, disons, la réaction chimique pour produire l'oxygène et l'hydrogène. Et là, ce sont les propriétés catalytiques de votre matériau qui comptent. Soit le matériau lui-même, comme les oxydes, ils ont déjà ces propriétés catalytiques. Lorsque les trous s'accumulent en surface, par exemple, d'un semi-conducteur de type N, soit ils coupent les liaisons chimiques du matériau et c'est la corrosion, soit ils vont oxyder l'eau. Et c'est là où la catalyse joue son rôle en passant par des étapes, et la nature fait ça très bien, la nature. Je vous ai montré tout à l'heure, dans mon cas, comment la photosynthèse se fait. C'est-à-dire, il le fait étape par étape. Par exemple, le manganèse joue ce rôle, le fer,
des composés de fer dans la nature font ça. Le ruthenium aussi fait ça, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de conditions que j'ai énumérées, que une fois le YouTube sur ma présentation et celle de la conférencière et sur l'étudiant, M. Hassan Mounir, je pense, peut regarder de nouveau et voir est-ce qu'il a bien saisi et poser d'autres questions dans le WhatsApp et nous, on est là pour lui répondre. Voilà. Alors, il y a une autre question de la part de Moudni Marwan. Moudni Marwan. Donc, vous avez la parole, Moudni. Activez votre micro et parlez. Moudni. Activez le micro et parlez. Il faut activer le micro pour parler, Moudni. Il n'arrive pas à activer le micro. Je ne sais pas Vous pouvez si... l'écrire sur le chat. S'il a une question, il peut l'écrire sur le chat. Oui, ou bien écrire sur... Oui. En bas, il y a discussion. Vous appuyez dessus et vous écrivez ce que vous voulez. Vous écrivez votre question, Moudni Marwan. C'est un étudiant du master qui est intéressé par la conférence. Mais apparemment, il n'arrive pas à activer son micro. De toute façon, vous pouvez poser votre question par WhatsApp si vous n'arrivez pas à la poser maintenant. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question de Moudni Marwan sur les cycles d'estérisation. Alors, je n'ai pas travaillé sur les cycles d'estérisation, donc concernant la photocatalyse, mais M. Youssef et M. Naoui, ils peuvent vous répondre sur les cycles d'estérisation. Il y a une question de la question de Moudni Marwan. Moudni, oui. Oui. Stérisation, est-ce qu'un effet d'hystérésis ou c'est quoi au juste? Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par hystérisation. En Vous tout cas, pouvez moi. expliciter la question, M. Moudni Marwan, donc l'expliciter autrement pour nous permettre de comprendre votre question concernant les cycles d'hystérisation. Alors, si vous parlez, Marwan, si vous parlez des cycles d'hystérésis, par exemple, dans le stockage d'énergie, hein, les cycles d'hystérésis, ce sont des pertes d'énergie pour stocker. Par exemple, le stockage magnétique ou le stockage électrique. Je ne sais pas si c'est le sens de votre question. Est-ce que de ce cycle d'hystérésis que vous voulez parler lorsqu'on veut stocker l'énergie électrique ou magnétique et qu'on a un cycle d'hystérésis? Peut-être si c'est ça, donc on essaie de minimiser le cycle d'hystérésis pour augmenter la capacité de stockage, que ce soit électrique ou magnétique. D'autres questions? Donc, je vous invite à poser les questions par écrit, comme a dit le professeur Naoui, sur WhatsApp ou par mail, si vous voulez. Mais donc, tout au long de la semaine et la semaine d'après, on peut consacrer un moment pour répondre aux questions avant de donner la parole aux orateurs de la semaine. Parce qu'on aura la semaine prochaine à 4h30 une autre conférence sera donnée par Jihad Lebrousse sur les matériaux 2D. Matériaux 2D, application justement pour stockage de l'énergie, d'hydrogène en particulier, cette fois-ci. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie Fatem Zahra Hamzat pour la conférence. On remercie le professeur Naoui, fondateur de l'université virtuelle, de l'université d'enseignement virtuel, et on remercie le professeur Dr Selem pour Sabaïk pour l'éducation et la formation. Et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci à vous. Merci, Monsieur Ben Youssef, Monsieur Enaoui, de cette opportunité-là pour faire cette conférence, et toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence-là. Et également au Stade Salem Omar, je vous remercie de cette mise en place de cette conférence. Merci à vous tous et bon Ramadan. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.